Ces derniers jours, la planète est littéralement en ébullition. Et non, ce n'est pas une métaphore. En différents points du globe, des événements qui s'étalent habituellement sur des mois se produisent les uns après les autres. Des typhons qui ne devraient pas arriver en avril. Des volcans qui projettent de la lave plus haut que des gratte-ciel. Des cyclones qui ont failli anéantir des villes de plusieurs millions d'habitants. Et ajouter à cela des explosions dans des usines, des installations pétrolières en feu, une nouvelle nappe de pétrole en mer Noire et des déchets radioactifs qui ont empoisonné un comté américain pendant 80 ans. Nous n'avons pas seulement rassemblé des informations pour vous. Nous avons analysé des rapports confidentiels, des données issues à moins de systèmes de surveillance mondiaux et d'autres témoignages, afin de vous présenter un tableau complet de ce qui s'est réellement passé ces derniers jours. Regardez jusqu'à la fin. Des faits vous attendent que beaucoup de médias préféreraient de passer sous silence. Commençons par l'océan Pacifique, où un véritable drame s'est joué. Dès le 9 avril, à l'est des Philippines, la tempête tropicale Sinlaku a pris naissance. Et elle n'a pas tardé à s'intensifier. En moins de 24 heures, sa vitesse a dépassé les 100 km/h. Le lendemain, les météorologues lui ont officiellement attribué le statut de typhon. Son objectif était simple, s'abattre sur Guam et les îles Mariannes du Nord. Le 11 avril, Guam est passé en alerte typhon de niveau 3. C'est le langage militaire pour dire « dans 48 heures, attendez-vous à des vents capables d'arracher les toits des bâtiments en béton ». Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Les prévisions étaient alarmantes. Des vents allant jusqu'à 190 km/h, soit la 3e catégorie, comparable à l'ouragan Katrina à son apogée, et des précipitations pouvant atteindre 50 cm en un seul passage. Toutes les îles retenèrent leur souffle. Un météorologue d'AccuWeather s'est exprimé sans détour. Le cyclone Sinlaku représente une menace sérieuse. Et vous savez ce qui rend cette nouvelle particulièrement inquiétante ? La dernière fois qu'un typhon d'une telle puissance s'est approché de Guam en avril, c'était en 1989. La Nouvelle-Zélande a également reçu le choc des éléments. Le 12 avril, le cyclone de catégorie 3 Waiyanu a frappé l'île du Nord. Le point d'impact, la baie de Planty. Les rafales ont dépassé 130 km/h. Ce n'est pas simplement du vent fort, c'est quand les arbres plient jusqu'au sol et que les toitures s'envolent comme des feuilles de papier. Près de 5000 foyers ont été plongés dans le noir. Les services d'urgence étaient débordés d'appels. Et voilà ce qui a épargné au pays une catastrophe bien plus grave. Au dernier moment, le cyclone a dévié vers l'est et est passé à l'écart d'Auckland. À l'écart d'une ville de près de 2 millions d'habitants, le ministre de la Gestion des situations d'urgence, Mark Mitchell, n'a pas caché son soulagement. Les dégâts auraient pu être 10 fois plus importants. Le service météorologique Met-Service avait qualifié Waiyanu d'événement potentiellement mortel bien avant son arrivée. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est que la trajectoire du cyclone a presque exactement reproduit celle de la tempête Gabrielle en 2023. À l'époque, cette tempête avait coûté de nombreuses vies. Aujourd'hui, les Néo-Zélandais scrutent le ciel avec anxiété. Il semblerait que de telles trajectoires deviennent la règle, et non l'exception. Le Daghestan. Des inondations que les habitants qualifient déjà de plus importantes depuis 100 ans. Tout a commencé fin mars avec des pluies diluviennes anormales. Mais le véritable cauchemar est survenu ces derniers jours, avec l'arrivée d'une deuxième vague. Les rues de Makachkala et de Derbent se sont transformées en torrents de boue, de pierres et d'arbres déracinés. À ce jour, 3 sous-stations électriques ont été entièrement détruites. Plus de 3000 personnes ont été évacuées des zones sinistrées. Au 11 avril, les autorités se préparaient à une 3e vague d'inondations, mais elle a finalement été épargnée pour l'instant. Cela dit, les sols sont saturés d'eau et la moindre nouvelle pluie pourrait être fatale. La Turquie n'a pas non plus été épargnée. Les 8 et 9 avril, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions à la fois. Dans la province d'Osmanie, les rivières ont débordé. Des voitures ont été englouties sous l'eau comme des jouets. Dans le district de Düzce, un pont sur la rivière s'est effondré. Des villages entiers se sont retrouvés coupés du reste du monde. Les rues de Gaziantep et de Şanlıurfa ont été inondées, paralysant la circulation. Le service météorologique turc a émis des alertes pour 44 provinces, dont Istanbul et Ankara. D'où vient cette météo aussi agressive en ce moment ? Des masses d'air froid en provenance des Balkans ont percuté l'air chaud et humide de la Méditerranée, créant un véritable cocktail explosif. Tournons maintenant notre regard vers l'Amérique du Sud. Le Pérou traverse un phénomène appelé El Niño Costero 2026, et il s'est transformé en une véritable urgence climatique. Lima, la capitale installée sur un littoral désertique, étouffait sous la chaleur. Pendant 18 jours consécutifs,
les températures ont dépassé 35 degrés Celsius, soit 7 degrés au-dessus de la normale. Dans le même temps, à l'intérieur des terres, des milliers de personnes souffraient d'inondations soudaines et de glissements de terrain. Plus de 700 districts ont déclaré l'état d'urgence. Des ponts et des routes dans les provinces du Nord ont été détruits. Les eaux stagnantes après les crues ont déclenché des épidémies de maladies. C'est là toute l'ironie du climat. À quelques kilomètres de régions où des gens se noient dans la boue, d'autres meurent de soif et de chaleur. Les États-Unis ont également eu leur dose de chaos. Du 9 au 13 avril, les États du centre et du sud ont été frappés par une série de plusieurs jours d'orages, de tornades et de grêles de grande taille. Un couloir de pluie violente s'est étiré du Texas jusqu'au Grand Lac. Les météorologues avertissaient qu'une deuxième vague, encore plus étendue, couvrirait plus de 1600 km et toucherait plus d'une douzaine d'États. Grosses grêles, vents dévastateurs, tornades, tout cela était attendu du Midwest jusqu'aux grandes plaines du Sud. Le détail le plus frappant et le plus inquiétant, par endroits, des grêlons de la taille d'une pomme étaient possibles. Par ailleurs, une série de tornades, dont nous avons récemment parlé, a déjà causé des destructions dans le Kansas. Selon le Service météorologique national américain, dans la matinée du 12 avril, une tornade de classe EF2 a été enregistrée dans le comté de Greeley, endommageant plusieurs exploitations agricoles et des lignes électriques. De la grêle d'une taille impressionnante est tombée dans les environs de Wichita. Et ce n'est que le début. Le pic est attendu à partir du 13 avril, lorsque la zone de danger englobera 15 États. Les météorologues utilisent le terme « éruption de tornade ». Ce terme s'applique quand on prévoit pas moins de 10 à 15 tornades en une seule journée. Il y a également des événements d'origine industrielle. Le 8 avril, dans la ville d'East Providence, dans l'État de Rhode Island, une explosion a secoué l'usine Aspen Aerogels. Cette entreprise fabrique des matériaux d'isolation de pointe pour les batteries de voitures électriques. L'explosion s'est produite vers 20 h. Les pompiers ont immédiatement déclenché le protocole de victimes en masse, celui qu'on active quand le nombre de blessés risque de dépasser la dizaine. Heureusement, cette fois-ci, les conséquences ont été limitées. Le bâtiment, en revanche, a subi de graves dommages. Une enquête est actuellement menée conjointement par le bureau du shérif local et des agences fédérales. L'entreprise elle-même garde le silence sur les causes de l'incident. L'usine qui fabriquait des matériaux pour la sécurité des véhicules électriques a failli envoyer ses propres ouvriers dans l'autre monde. Pendant ce temps, l'Oklahoma brûle. 3 grands incendies ont déjà obtenu un statut fédéral. L'Agence fédérale de gestion des urgences les a déclarées zones de gestion d'urgence incendie, et voilà pourquoi la situation est critique. Janvier, février et mars 2026 ont constitué le trimestre le plus sec depuis le début des relevés dans la partie continentale des États-Unis, soit depuis 1895. De plus, mars 2026 a été le mois de mars le plus chaud depuis 132 ans, avec des températures supérieures de 5 degrés à la moyenne du XXe siècle. La période d'avril 2025 à mars 2026 a été reconnue comme l'année la plus chaude de l'histoire des États-Unis. La Terre est aussi sèche que de la poudre à canon, la moindre étincelle, et les incendies de forêt s'embrasent instantanément. Le risque de nouveaux foyers reste extrêmement élevé, jusqu'au retour de pluie normale. Le 10 avril, une violente explosion a secoué le centre de Vladikavkaz. Elle s'est produite dans un entrepôt de pyrotechnie, dans le passage Partisansky. D'après les témoins, il y a d'abord eu un fort bang, puis une détonation en chaîne. L'incendie s'est propagé sur une surface de 750 mètres carrés. Le bâtiment s'est effondré. Ce n'était pas un simple accident. Selon les premières informations, de la pyrotechnie aurait pu être fabriquée illégalement dans cet entrepôt. Le bilan est lourd, avec de nombreux blessés. Et ce n'est pas la seule actualité marquante dans le sud du pays. Ce même 10 avril, dans la région de Rostov, une explosion s'est produite dans la mine de charbon Cherlovskaya Naklonaya. Une charge a explosé lors d'opérations de chargement au front de taille. Ce qui devait être une journée de travail ordinaire s'est transformé en tragédie. Et, à peine un jour plus tard, des habitants de Tver ont signalé une série d'explosions dans la nuit du 11 avril. Des images de flashs lumineux au-dessus de la ville ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon les informations disponibles, le principal impact a touché la station Krimskaya, qui fait partie du réseau de l'opérateur pétrolier Transneft. À peu près au même moment, d'autres installations de l'infrastructure pétrolière ont également été visées par des drones. Dans la région de Volgograd, la station de pompage de pétrole de Tinguta était en feu, et dans la ville de Krimsk, une base pétrolière brûlait. La nouvelle suivante ressemble au scénario d'un film d'horreur, mais c'est la réalité de l'année 2026 pour l'État américain du Missouri.
le comté de Saint-Louis a officiellement été reconnu comme une zone à risque cancérigène, un territoire où les taux de maladies sont significativement élevés. La cause n'en est pas une mauvaise écologie ou une prédisposition génétique, mais l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la course aux armements. Des scientifiques ont découvert dans les eaux souterraines du radium cancérigène accumulé sur des décennies à cause des activités de l'usine Mallinckrodt Chemical Works dans les années 40 et 50. C'est ici que l'on produisait la matière première du projet Manhattan, le programme qui a créé la première bombe atomique. L'usine a traité au total environ 40 tonnes d'oxyde d'uranium à des fins militaires, et les déchets, comme c'est souvent le cas, ont été oubliés dans le sol. Le problème a refait surface lorsque des experts ont commencé à inspecter le territoire d'un ancien site d'enfouissement. Depuis 1973, des déchets radioactifs y avaient été déversés illégalement, et aujourd'hui, il s'avère que le radium a déjà infiltré les nappes phréatiques. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a constaté un dépassement des seuils dangereux dans des eaux qui pourraient, à terme, atteindre le fleuve Missouri. Or, le radium est un élément particulièrement traître. Une fois ingéré, il s'accumule dans les eaux et attaque la moelle osseuse. La situation s'est révélée si grave que les autorités ont pris des mesures extrêmes. Dans la ville de Florissant, 6 maisons particulières construites directement sur un terrain radioactif ont commencé à être démolies. Le corps du génie de l'armée américaine a détecté une contamination à des profondeurs allant de 0,8 à 5 mètres sous les fondations. C'est la première fois dans l'histoire du pays que des quartiers résidentiels sont démolis en raison d'une contamination radioactive héritée de la course au nucléaire. Des milliers de mètres cubes de terre contaminés ont déjà été extraits des décombres, et les sols prélevés entre 5 et 6 mètres de profondeur sont transportés vers un site de stockage spécialisé dans l'État de l'Utah. Mais ce n'est que le début. Selon les experts, la dépollution complète de l'ensemble de la zone contaminée dans la région pourrait s'étaler jusqu'en 2038. Le prix à payer, des dizaines de milliards de dollars, et la santé de milliers de personnes qui ont vécu pendant 80 ans sur une bombe à retardement radioactive. Pendant ce temps, sur les côtes russes de la mer Noire, une nouvelle catastrophe écologique se déroule. À 11 km d'Anapa, une station balnéaire populaire, une large nappe de pétrole a été découverte. Le vent la poussait directement vers le littoral, en direction de Vitiazevo, et les conséquences ne se sont pas fait attendre. En l'espace de 2 jours, plus de 250 oiseaux souillés de mazout ont été retrouvés sur les plages. En une seule journée, le centre de réhabilitation Jemchoujnaïa a accueilli plus d'une centaine d'oiseaux mazoutés, mais beaucoup n'ont pas pu être sauvés. Des habitants ont également signalé des dauphins échoués sur le rivage. Quelle est l'origine de cette pollution ? Les autorités du territoire de Krasnodar ont rapidement avancé une hypothèse. Il ne s'agirait pas du mazout des pétroliers qui ont coulé en décembre 2024, mais de nouvelles émissions de fractions légères de produits pétroliers. Selon elle, la nappe pourrait s'être formée à la suite d'attaques de drones contre des navires civils dans la zone maritime. Les dommages subis par les bateaux auraient provoqué des fuites de carburant, lesquelles auraient formé ce film irisé dans lequel les oiseaux se seraient souillés lors d'une récente tempête. Cependant, des témoins affirment que le mazout est clairement visible sur le sable et que son odeur est perceptible, ce qui laisse penser à autre chose. L'ampleur du désastre a rapidement été évaluée. Environ 45 kg de biosorbants spécialisés ont été utilisés pour traiter la nappe et des barrages flottants ont été mis en place. L'état d'alerte renforcé a été déclaré à Anapa et à Vitiazevo. Sur l'une des plages, un remblai de protection a même été aménagé, mais les dégâts étaient déjà sérieux. La longueur du littoral pollué a été estimée entre 500 et 700 mètres. Sur un tronçon d'une 50aine de mètres, les bénévoles du ministère des Situations d'urgence ont évacué environ 100 sacs de mazout. Les autorités affirment que plus de 90% des rejets de l'année précédente ont été nettoyés et promettent d'ouvrir les plages avant le 1er juin. Ce nouvel incident a montré que le fragile équilibre de cette région balnéaire peut être rompu à n'importe quel moment. Dans le même temps, la situation autour de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr est de nouveau tendue dans l'espace médiatique. Dans le contexte des informations faisant état de frappe aux abords de la centrale, certains experts ont évoqué le risque d'une catastrophe radiologique qui pourrait être plus dévastatrice que Tchernobyl. Heureusement, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucune hausse du niveau de radiation n'a été signalée. Mais le fait même que de telles déclarations circulent, dans un contexte de frappe réelle sur des sites aussi dangereux dans la région, donne vraiment matière à réflexion. C'est tout pour l'instant. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos sur des sujets similaires, alors rendez-vous-y et regardez dès maintenant.